8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Lisa Amenircig, merci d'être à ce micro ce matin. Vous êtes prof, vous êtes professeur des écoles, ça fait 20 ans que vous enseignez et vous publiez un livre qui s'appelle La Grande Garderie où vous mettez en garde contre la dérive de l'école. Pour vous, c'est simple, aujourd'hui nous ne sommes plus que des accompagnateurs et plus des enseignants. Ça n'est plus qu'une grande garderie l'école. Bonjour Apolline. Oui, malheureusement, depuis que je travaille, moi ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne quand même, je constate effectivement une dérive. On est très nombreux à ne pas appliquer les programmes et à résister. Tous mes collègues ne sont pas coupables, loin de là, mais il y a de nombreux enseignants qui aujourd'hui se contentent de garder les enfants. Alors s'ils se contentaient de garder les enfants, si c'était ça le contrat, ce serait pas si grave. Le problème, c'est qu'on dit aux parents qu'on les instruit et qu'en réalité, on leur farcit la tête avec des idéologies de toutes sortes qui n'ont rien à voir avec l'instruction, qui n'ont rien à voir avec les connaissances, ni avec le savoir. Il y a une forme de tromperie, c'est ce que vous nous dites, une tromperie même pour les parents. Alors, je précise que c'est pas votre premier livre, qu'effectivement, ça fait 20 ans que vous vous interrogez, y compris sur votre métier, que vous continuez à être passionné de votre métier. Oui, j'adore mon métier. Vous continuez à être très heureuse d'enseigner. Vous êtes prof dans une classe de CM2, vous êtes passé dans le privé. Vous êtes désormais prof dans une école privée sous contrat et vous êtes très apprécié de la droite, on va le dire. Vous avez écrit d'ailleurs un certain nombre de tribunes avec David Lisnard, qui est le maire de Cannes, qui est à la tête des maires de France. Tout cela, ça ne dit rien sur votre métier. Votre métier, je voudrais qu'on puisse rentrer un peu dans le concret. Vous vous retrouvez avec parfois des enseignements qui vous paraissent très loin des savoirs, où vous devez accompagner les enfants dans leur découverte ou dans leur appréciation du monde, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que les enfants doivent construire eux-mêmes leur savoir. Ça veut dire que on les encourage, par exemple, à faire en classe des recherches sur Internet, à travailler en groupe, à élaborer des stratégies d'apprentissage. Il me semble que ça relève du rôle de l'enseignant de délivrer le savoir, de donner les stratégies d'apprentissage et de permettre à des enfants d'acquérir des connaissances. On sait que la mémoire fonctionne par l'accumulation de connaissances qui permettent... Si on apprend par cœur les tables de multiplication, c'est pour ne pas avoir à les reconstruire à chaque fois qu'on a besoin de faire un calcul. Or, si on ne les apprend pas, si on ne les enseigne pas aux enfants de manière systématique, en les répétant dans les classes, à un moment, ils se retrouvent devant un problème. Ils n'ont pas le temps, en même temps, de reconstruire la table de multiplication et de résoudre le problème. Donc, il faut quand même instruire les enfants au sens où on leur donne des connaissances, des savoirs, des routines. On nous a promis d'ailleurs un choc des savoirs, ça c'est ce que promet le nouveau ministre de l'Éducation, mais déjà avant lui, c'était on va revenir aux fondamentaux. Tout cela, ça n'est donc que des slogans. Dans la réalité, on en est assez loin en fait. Alors, ça revient très très régulièrement dans les discours des différents ministres. Le problème, je crois... Mais comment il peut y avoir un tel décalage entre les paroles ? C'est-à-dire que nous, on achète, j'ai envie de dire, la parole politique. Vous êtes dans la classe et vous dites non, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, le ministre a en face de lui 850 000 enseignants, une administration pléthorique, 350 000 personnes. Enfin, tous ces gens-là ne sont pas dans l'administration, mais pour 850 000 enseignants, il y a 350 000 non-enseignants à l'éducation nationale. Ça fait beaucoup de monde. C'est un ratio qui est délirant par rapport à celui des autres pays. On est les plus équipés en administratif. Mais il n'y a pas que l'éducation nationale qui soit dans ce cas-là. Qui en souffre, effectivement. Donc, en fait, quand un ministre dit quelque chose, il faut qu'il bouge une machine qui est énorme. Plus d'1,2 million de personnes. Et c'est pas parce qu'il a décrété qu'on allait remettre les fondamentaux au cœur de l'enseignement que ça va se passer. D'autre part, qu'est-ce qu'on entend par fondamentaux ? Moi, quand j'entends Monsieur Attal parler de fondamentaux, j'en suis ravie. Sauf que dans une interview précédente, Monsieur Macron nous raconte que il va mettre une demi-heure de sport tous les jours, que on va étudier toutes les semaines des grands textes portant les valeurs de la République. J'attends la liste des grands textes portant les valeurs de la République dans la littérature française. Il me semble que les grands écrivains français ont écrit sur l'amour, la trahison, la guerre. Je pense que les valeurs de la République, elles sont soit intrinsèquement portées par ces textes, soit pas du tout, et c'est pas la question. En fait, la littérature, on l'apprend pas pour apprendre la République. On lit la littérature parce que c'est la vie. Il y en a qui faisaient les deux, hein. On peut lire, étudier à la fois pour la littérature et pour la République. Mais je veux dire, à mon avis, Émile Zola n'a pas écrit pour transmettre les valeurs de la République. Il a écrit des histoires, il a raconté des belles histoires, et il se trouve que parfois là-dedans il y a un message. Mais si vont les chercher chez Hugo ou chez Zola, tant mieux, non ? Très bien. C'est pour ça que je dis que j'attends la liste. Je suis
pas... Mais vous êtes quand même dubitative. Ah, je suis très dubitative. En tout cas, quand on parle de remettre les fondamentaux au cœur de l'enseignement, j'en suis ravie. Ce que je vois, c'est que ça lutte avec... En fait, c'est tiraillé. le C'est-à-dire que bloc, vous dites, attention, oui. ils nous vendent ça, mais dans les faits, on est quand même dans un tiraillement. Vous parliez des tribunes que j'ai rédigées avec Monsieur Lisnard il n'y a pas très longtemps. La dernière, je crois que c'est la dernière, elle était dans le Figaro et on parlait du savoir-faire de Madame Borne. Elle a décrété qu'à la fin je crois à la fin de la 3e, il y aurait un brevet d'écologie. Alors, comment peut-on à la fois parler de remettre les fondamentaux au cœur du système, les maths, le français, l'histoire-géographie, voilà, pour moi, ce sont ces matières-là qui sont fondamentales. Pourquoi pas d'ailleurs le latin et le grec à partir du collège, pourquoi pas, ça me paraît fondamental. Plutôt que d'apprendre aux enfants à trier les déchets ou à connaître, je sais pas quoi, le nombre d'éoliennes dans le parc français. Non, mais le nombre d'éoliennes, mais trier les déchets, pourquoi pas, non? Alors, trier les déchets, il me semble que quoi est-ce contradictoire avec le fait d'apprendre de la géographie ou de l'histoire? Ça prend du temps. C'est-à-dire qu'au moment où on enseigne aux enfants à trier les déchets, même si ça prend une demi-heure, même si ça prend une heure, c'est une demi-heure qu'on ne consacre pas à apprendre la géographie de la France. Moi, j'ai des élèves de CM2 qui ne savent pas placer les fleuves, qui ne savent pas placer le relief de leur pays. Et par contre, oui, alors il me faut la morale quand je mets le trognon de pomme dans la mauvaise poubelle. C'est devenu moralisateur, l'éducation nationale? Ah bah oui, ça véhicule une morale qui se dit républicaine, mais qui en réalité est une morale, pour le dire crûment, de gauche. C'est-à-dire au sens où elle est égalitariste. Elle dit en permanence, quand on enseigne la géographie et l'histoire en France aujourd'hui, on parle d'inégalité en permanence. Les enfants sont considérés comme des victimes d'un système. On leur dit que s'ils sont dans telle école, dans tel quartier, c'est parce que il y a des gens qui dominent, il y en a d'autres qui sont dominés, etc. Et c'est un discours qui est véhiculé d'ailleurs par toute la classe politique en permanence. Il n'y a pas que l'école. Attendez, Lisa Amenircic, je voudrais quand même comprendre. On a l'impression que la politique est rentrée dans les classes quand on vous écoute. Bien sûr. Mais elle est rentrée dans les classes depuis très longtemps. C'est-à-dire que l'école française est, depuis le début du XXe siècle, la fin du XIXe siècle, considérée comme un instrument de fabrication du républicain. Monsieur Macron l'a redit dans sa dernière interview. L'école est là pour fabriquer des petits républicains. Je termine cette phrase. Ça me semble important. L'école est considérée comme une fabrique du républicain. Monsieur Macron a redit dans son interview quelque chose qui se dit depuis toujours, que l'école était là pour fabriquer des citoyens. Donc l'école est au service de l'État. Il me semble que c'est l'État qui est au service de l'école. Mais est-ce que l'école n'est pas là aussi pour fabriquer des citoyens, en effet? Il me semble que, je sais pas, on va en Angleterre ou on va en Belgique, qui sont des monarchies. On fabrique pas des petits républicains et ça se passe bien. Il me semble pas que les petits Anglais ou les petits Belges soient moins instruits que les petits Français. C'est pas une question de république. J'ai rien contre la République. Je suis ravie de pouvoir voter. Je suis ravie de vivre en démocratie. Mais il me semble qu'avant d'enseigner aux enfants que la République c'est l'alpha et l'oméga de la vie, on leur enseigne les mathématiques, on leur enseigne le français, la grammaire, leur propre langue. Alors rentrons justement dans le concret. Vous dites que l'éducation sexuelle, l'écologie, le numérique, l'égalitarisme sont effectivement devenus des priorités et qui ont pris la place des savoirs fondamentaux. Oui. Au fond, quand on lit votre livre, on comprend que ce que vous nous dites, c'est pas que c'est mal ou que c'est pas mal, c'est que ça a pris la place et que donc au détriment, en effet, des savoirs fondamentaux. L'égalitarisme, vous dites, avant, l'objectif, c'était d'être le meilleur, d'avoir les meilleures notes. Aujourd'hui, l'inverse, il faudrait qu'il n'y ait aucun meilleur. C'est bien ça? Oui. On met des notes à contre-cœur, on met plutôt des gommettes, des smileys, mais ça va très loin. Cet égalitarisme, dans mon livre, je raconte, ça se trouve dans un article de l'Étudiant, je crois, qui est consacré qui est destiné aux enfants, aux jeunes gens qui voudraient devenir enseignants. Donc, je crois que l'Étudiant interroge le directeur ça s'appelle plus IEFM, ça s'appelle INSPE, mais enfin, c'est les organismes qui forment les futurs enseignants. Oui. Voilà, il lui pose plein de questions et ce monsieur, à un moment, dit « Mais ne vous inquiétez pas, même si vous êtes un élève très moyen, vous pouvez devenir enseignant. » L'étudiant s'étonne un petit peu. « Ah bon, mais vous ne recrutez pas les meilleurs ?» « Ah ben non, surtout pas. On recrute pas les meilleurs. Pour quelle raison? Mais parce que les meilleurs, ils peuvent faire autre chose. Ils peuvent devenir... Alors, sous-entendu, parce qu'ils développent pas, mais j'imagine que les meilleurs peuvent devenir architectes, chirurgiens, et que donc hauts fonctionnaires, le métier serait donc un métier presque par défaut. C'est-à-dire que quand on dit aux jeunes gens qui veulent devenir enseignants, ne vous inquiétez pas, nous ne prenons pas les meilleurs, nous prenons les gens moyens, finalement. Mais à l'inverse. Alors les meilleurs, qu'est-ce qu'ils pensent?
Imaginons que je sois la meilleure de ma classe, je sors de ma formation, de je sais pas quoi, de mathématiques, de sciences, d'histoire. Je suis la meilleure. On me dit, mais de toute façon, on vous prendra pas, puisque on veut pas les meilleurs. Les meilleurs, ils peuvent faire autre chose. Devenez donc haut fonctionnaire, devenez donc chirurgien. Mais à l'inverse, je suis quand même frappée dans votre livre. Vous dites effectivement que cet égalitarisme fait qu'il n'y a plus d'émulation, qu'il n'y a plus de sens de l'effort, qu'il n'y a plus effectivement de motivation à être parmi les meilleurs de sa classe, puisque c'est en quelque sorte presque mal vu. Mais à l'inverse, quand vous voyez en effet que le niveau d'études des élèves est encore tellement interdépendant du niveau des parents, du milieu social, du niveau social des parents, est-ce qu'à un moment, en effet, il ne faut pas prendre tous ceux qui sont là et essayer de les accompagner ? J'ai l'impression quand je vous lis qu'il y a un côté très élitiste. Alors on est le pays du monde, je crois en tout cas d'Europe, puisque c'est une étude de l'OCDE, qui reproduit le plus les inégalités. Exactement. Oui. Et pourtant on est le pays du monde où on fait le plus de redistribution sociale. On est le pays du monde où on oblige le plus les enseignants, les meilleurs, à aller dans les quartiers les moins favorisés, pour employer le discours. Mais c'est une étude notamment de l'Institut Montaigne qui dit effectivement que l'une des solutions pour relancer la réussite scolaire, ce serait notamment d'envoyer les meilleurs professeurs dans les quartiers les plus difficiles. Oui, alors ça veut dire que la récompense faite aux meilleurs, c'est de l'envoyer dans le quartier le plus difficile contre son gré. Aux élèves quand même, son gré. Oui, mais on fait la même chose avec les élèves. C'est-à-dire qu'on demande aux élèves qui ont la chance d'avoir des parents qui les instruisent à la maison aussi, qui les emmènent au cinéma, au théâtre, qui les font lire de la littérature, etc. On leur demande, ça a été très clairement évoqué il n'y a pas très longtemps, d'aller dans les écoles les plus difficiles. Donc en fait, la récompense quand on est bon, c'est d'aller là où c'est le pire. Oui, mais si les bons profs sont que avec les bons élèves, ça sert à rien. Mais les bons profs sont pas avec les bons élèves. Il se trouve que quand on habite dans un quartier, on préfère travailler près de chez soi, etc. Alors le problème, à mon avis, dans ces cas-là, on reproduit totalement justement. Le problème, à mon avis, mais là je vais pas, je ne vais pas contenter mes collègues. Le problème, à mon avis, c'est de vouloir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que les professeurs en France, 80% des professeurs en France, passent un concours et deviennent fonctionnaires. Donc ils sont ravis d'avoir la sécurité de l'emploi. Mais en échange, évidemment, ça suppose, on vous offre la sécurité de l'emploi, ça suppose de faire des concessions sur autre chose. Alors, une concession sur le salaire, par exemple. En ce moment, c'est la grande discussion. Les enseignants veulent être payés davantage, et ils ont sans doute raison. Une concession peut-être sur la mobilité géographique, c'est ce dont vous parlez. Donc, les enseignants veulent à la fois la sécurité de l'emploi, une rente à vie, c'est-à-dire passer un concours à 20 ans ou 25 ans et rester professeur pendant tout le restant de sa vie. Vraiment, pour licencier un professeur en France, il faut vraiment qu'il ait commis une faute très grave. Donc, ils veulent ce statut. Et en même temps, ils veulent pouvoir négocier leur localisation, leur mobilité et leur salaire. Moi, je pense que, comme dans plein d'autres pays, on devrait recruter les enseignants, prendre les meilleurs dans leur discipline, les former à la pédagogie, à la didactique et leur proposer un statut de contractuel. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la sécurité de l'emploi. Un professeur qui ne fait pas son travail, il est licencié par la collectivité qui l'emploie. Ça reste des postes publics. Dans la plupart des pays, les pays où ça fonctionne très bien, comme je pense l'Estonie, la Finlande, la Suisse, les professeurs n'y sont pas fonctionnaires. Et puis il n'y a pas d'école privée. Vous avez été quasiment regarder ce qui se passait ailleurs, et je voudrais que vous nous racontiez aussi ce qui se passe sur la question de la discipline, ce qui se passe sur la question de l'éducation sexuelle. Sur la discipline, d'abord, vous vous êtes retrouvé face, et vous le racontez dans votre livre, vous vous êtes retrouvé face à deux élèves qui racketaient un troisième. Racontez-nous ce qui s'est passé. J'étais dans l'école un après-midi, après la classe, il devait être 17h, donc les élèves n'étaient plus sous ma responsabilité. Et une surveillante est venue me chercher en me disant Madame, il y a deux élèves qui sont en train d'en taper un troisième. Bon, évidemment, on vient me chercher parce qu'on suppose que j'ai un petit peu d'autorité. Je vais voir la scène et effectivement, il y avait un de mes élèves qui se faisait vraiment racketter par un autre élève de ma classe et par un élève d'une autre classe. Je les ai séparés, je les ai emmenés dans ma classe et moi, comme j'ai considéré que c'était du racket, puisqu'il s'agissait... Et le petit garçon racketté m'a raconté que c'était pas la première fois qu'on lui volait son yop, sa compote, je sais plus quoi, il avait un choco-BN, enfin peu importe. Donc j'ai pris les deux contrevenants dans ma classe et je leur ai expliqué que ça s'appelait du racket et que donc pour le lendemain ils allaient copier l'article, maintenant je ne sais plus le numéro de l'article, mais l'article du code pénal qui définit ce qu'est l'extorsion de fonds l'extorsion de biens avec violence, puisque ça, on n'appelait pas ça du racket dans le code pénal.
Et le lendemain, je me suis retrouvée avec l'un des élèves qui avait fait donc sa punition. Et les parents qui m'écrivaient un petit mot en étant complètement désolés de ce qui s'était passé. Et un autre élève qui n'avait non seulement pas fait sa punition, mais dont les parents me demandaient un entretien pour le soir. Voilà, et j'ai compris tout de suite qu'il ne ferait jamais cette punition. Les parents sont venus m'expliquer qu'il était absolument inadmissible que j'appelle cet acte du racket. La punition n'a pas été faite? Alors, elle n'a pas été faite parce qu'en plus, le directeur a refusé que je la fasse faire. Et j'avais demandé l'exclusion temporaire de ces deux petits garçons. Elle m'a été refusée également au motif qu'il faudrait s'expliquer avec l'inspecteur. Et vous parlez de cette question des exclusions, parce que ce que vous voulez appliquer aux professeurs, c'est-à-dire l'idée que s'ils font pas bien leur boulot, eh ben, ils sont virés, vous voudriez pouvoir l'appliquer aussi aux élèves. Mais dans ces cas-là, on fait quoi avec les élèves qui, d'une école à l'autre, sont renvoyés? Concrètement, aujourd'hui, vous nous le dites, on ne renvoie quasiment jamais un élève. Alors là, visiblement, il est question de pouvoir exclure les élèves qui sont coupables de harcèlement. C'est l'une des Voilà. mesures qu'a annoncé effectivement Gabriel Attal. Comme l'État s'est mis lui-même une obligation scolaire, l'obligation d'instruire les enfants de 3 à 16 ans, il ne peut pas vraiment les exclure. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont échanger et les racketteurs. Mais attendez, ça veut dire que vous ne seriez pas pour l'obligation de l'école? C'est-à-dire que moi, je suis pour ce que j'appelle le droit à l'instruction, mais un droit, ça va avec des devoirs. Donc si on ne respecte pas le règlement, ben, on ne va pas à l'école. Il me semble que vous... Et ça voudrait dire quand vous arrivez quelque part, qui seraient hors quand vous arrivez ici, instruction. quand vous arrivez ici et qu'on vous dit ici, je sais pas, dans cet établissement, il y a des endroits où il est interdit de fumer. Si vous fumez, eh bien, il y a un moment, si vous fumez trop souvent, il y a un moment où on va vous dire, bah, Pauline, il faudrait aller travailler ailleurs. Un enfant. Oui, ben, il y a d'autres solutions. Alors, les parents qui veulent, les parents qui veulent pas respecter, parce qu'en général, ça vient des parents. Hein. Comment dire, l'exemple que je donne là sur le petit garçon, c'est les parents qui lui disent ne fais pas cette punition. C'est pas l'enfant. Si les parents éduquent correctement leurs enfants, il y a un moment, l'enfant fait la punition, il va s'excuser, tout se passe bien. Donc en général, c'est les parents qui sont responsables de ces situations-là. Donc ces parents-là, l'obligation scolaire en France, c'est pas une obligation de mettre son enfant à l'école. C'est une obligation d'instruire ses enfants. Mais on peut le faire à la maison. Donc au fond, vous dites s'ils ne sont pas capables de rester à l'école, ils vont être instruits à la maison. Il y a deux solutions. Leurs responsabilités. Il y a deux solutions. Soit on le met dans un établissement privé qui instruit. Il y a des établissements privés qui instruisent et qui sont spécialisés dans l'accueil des enfants. Parents qui sont débordés par leurs enfants et qui n'ont pas les moyens de payer une école privée. Et donc on va embêter tous les autres enfants. On va subir le harcèlement de ceux-ci parce que les parents ne peuvent pas s'en occuper. Et cette question, elle se posera d'ailleurs, je la poserai directement au ministre de l'Éducation qui sera à ce même micro demain matin. Oui. Précisément, si on va jusqu'au bout de sa logique d'exclusion, jusqu'où est-ce que ça mène ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, je vois pas comment on peut s'en sortir autrement qu'en excluant vraiment. On va pas s'échanger les harceleurs. Vous allez pas me dire, moi j'ai une école A, vous avez une école B, vous allez me dire, bah, tiens, moi je te donne le mien et moi je vous donne le mien. On s'en sort pas. Un mot sur l'éducation sexuelle. Vous dites qu'on doit parler de sexe aux enfants dès le CP et que parfois ça crée des malaises. Oui, alors je dis pas qu'il faut le faire, hein. Je dis que c'est ce qui se passe. Moi je suis contre. Mais c'est ce qu'on vous demande. Oui, c'est ce qu'on nous demande. Il y a 36 séances. Et si j'ai bien calculé, il y en a 3 par an pendant la scolarité. Donc en gros, ça fait 36 séances d'éducation sexuelle. C'est quand même dès beaucoup. Le CP ? Oui, dès le CP, bien sûr. Alors ça s'appelle pas éducation sexuelle, ça s'appelle éducation à l'affectivité, je sais pas quoi, au respect de l'autre. Enfin bon, ils ont enrobé ça dans un... Sur le principe qu'on explique à des enfants la reproduction humaine ou qu'effectivement il faut respecter les filles dans une école où on respecte pas assez les filles, je suis d'accord. Le problème, c'est l'intrusion parce que c'est rarement fait par les enseignants eux-mêmes qui se sentent pas capables de le faire et sans doute à juste titre. Donc c'est fait souvent par des associations qui sont assez militantes, qui sont souvent des associations qui militent pour la reconnaissance des LGBT, etc., et qui ont un discours parfois assez tendancieux dans les écoles, c'est-à-dire que on ne se contente pas d'expliquer aux enfants que les filles sont les égales des garçons. Parce que moi, c'est quand même bien, non ? Et que tout le monde est égal, moi, je suis comme vous, je suis pour l'égalité des droits. Sexuelle. Ouais, moi, je suis comme vous, je suis pour l'égalité des droits entre les garçons et les filles, les hommes et les femmes. Je suis ravie de pouvoir travailler et de ne pas être obligée de demander à mon mari d'ouvrir un compte en banque. Hein, ça, on est d'accord là-dessus. Mais de là à aller raconter aux enfants que le sexe est une construction. Donc en fait, on a une identité de genre qui est différente de celle de l'identité sexuelle, que donc tout ça n'est qu'une construction sociale, que c'est parce que je vous ai dit depuis que vous êtes toute petite que vous êtes une fille, mais qu'en réalité, réfléchissez bien, si ça se trouve, vous n'êtes pas une fille. Et c'est pas, je n'invente rien. Dans mon livre, il y a des exemples très concrets d'écoles qu'on emmène en sortie scolaire dans des médiathèques pour les faire réfléchir sur l'identité de genre, Réfléchir, c'est une chose. Il me semble qu'un petit garçon, moi j'ai 2 fils, il y en a un qui a 6 ans, il me semble qu'il n'est pas, d'ailleurs je raconte aussi l'histoire de mon fils aîné à qui on propose en expression écrite, puisque maintenant on appelle plus ça des rédactions, on s'exprime. Donc on lui a demandé de s'exprimer sur, le sujet était qu'est-ce que tu ferais si tu changeais de sexe ? Il avait 8 ans, CE2.
Il était traumatisé. Il est rentré à la maison en m'expliquant qu'il n'avait pas su quoi écrire, qu'il n'avait écrit que 2 lignes et que ces 2 lignes, c'était je me couperai les cheveux très courts et je crierai très fort. Et j'ai quand même demandé à la maîtresse d'école, qui était aussi la directrice, quel était l'objectif pédagogique. Parce que moi j'ai pensé qu'il me racontait des histoires, hein. J'ai un petit garçon de 8 ans, il peut raconter des carbistouilles, hein. Elle m'a dit que c'était que l'objectif pédagogique c'était la déconstruction des stéréotypes de genre et le respect des garçons envers les filles. Il me semble que la meilleure chose à faire pour développer l'égalité... Et le récit et les exemples, c'est donc dans votre livre La Grande Garderie, Lisa Kamen-Hirsig, merci. C'est publié chez Albin Michel. Il est 8h52 et vous êtes bien sur RMC BFM TV.